Et maintenant, tout en m'adressant à vous, maintenant, je m'adresse aussi à ceux qui sont à distance. Nous avons plus de 22 personnes qui sont inscrites pour suivre la conférence en ligne et par Zoom. Et donc, maintenant, je m'adresse aussi à eux et pour leur souhaiter la bienvenue, pour leur dire que nous sommes à peu près 70 dans cette salle, même peut-être plus, je ne sais pas. Et donc, nous nous retrouvons avec un grand plaisir, tous ensemble, pour cette première conférence en présence. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est quelque chose, alors que tout le monde se déconfine, nous allons passer dans les sous-sols parisiens. Il y a là un paradoxe, mais nous ne sommes pas à un paradoxe près. La personne que nous allons recevoir, et vous avez tous lu dans Syscope, est Monsieur Gilles Thomas, et qui va nous faire une conférence qui s'appelle « Tous aux abris ». Alors, vous avez lu le texte, il va vous parler. Moi, je voudrais maintenant simplement vous le présenter. Gilles Thomas, d'abord, il faut dire qu'il a de qui tenir. Il a de qui tenir parce que son père était mineur de Blaise à Provins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Provins. Hein, on connaît bien sûr son église, on connaît ses remparts, etc. Mais il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce sont ces carrières de Blaise hein, qu'il faut visiter. Si vous ne les avez pas visitées, elles valent de s'y rendre. Elles ont été illustrées déjà il y a près de 2 siècles par un très éminent érudit, Bourquelot, qui les a étudiées. Et donc, Monsieur Thomas, du coup, s'intéressait, c'était tout à fait normal, au sous-sol. Et un jour, avec son équipe, plutôt son groupe de jeunes qui s'intéressaient au sous-sol, il n'était pas le seul, ils sont venus à Paris pour visiter les cathédrales. Et là, ce fut pour lui une révélation. Il connaissait les carrières souterraines, abandonnées, anciennes, etc. Mais elles étaient relativement pauvres. Et brusquement à Paris, il a découvert que ces carrières étaient un espèce de livre d'histoire avec des inscriptions, les rues, toutes sortes de choses, et que finalement, l'histoire de Paris, et même à travers ses tracés, ses percements, ses conduites, eh bien, il y avait toute une histoire, finalement, l'histoire qui se passait en surface, elle se passait aussi dans ce terrain. Et il s'est passionné pour cela. Il a fait des études et il a passé un DEA, et puis il a été recruté à la ville de Paris, hein, où il est fonctionnaire de la ville de Paris, et il s'est passionné pour ce sujet depuis maintenant une 30aine d'années. Et aujourd'hui, c'est une personnalité internationale. Il est très connu dans le monde entier, il participe à toutes sortes de colloques et de réunions. Et puis, c'est le grand spécialiste de cette... Oui, pardon? Vous ne m'entendez pas, il paraît. Pourquoi je bouge? Là, vous m'entendez? Alors, il faut que je sois complètement immobile. Ah là là. Bon, alors... non, mais il fallait le dire plus tôt. Alors, donc, il est l'auteur de nombreux ouvrages, de nombreux articles. Il a participé à un grand nombre d'émissions, de documentaires que vous avez pu voir à la télévision, chaque fois une vingtaine d'émissions ou de documentaires, de nombreux articles scientifiques que l'on peut consulter en ligne, de nombreux ouvrages. Alors, je voudrais en citer quelques-uns. Vous m'entendez? Non, vous m'entendez? Il ne faut pas bouger, mais oui, mais... Oui, mais vous savez, moi j'ai besoin de bouger un peu. Il y a des gens qui peuvent rester immobiles. Alors là, vous me mettez à la torture. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Donc il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont un a été couronné par d'un prix de l'Académie française. Et d'ailleurs, il va nous présenter, paru hier,
le dernier ouvrage qu'il a fait sur le sous-sol parisien, mais je lui laisserai le soin de le présenter. D'ailleurs, je crois qu'il pourra, même s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, il pourra même vous les proposer à la fin de la conférence. Alors, donc, je crois que j'en ai trop dit, puis surtout mal dit, et donc je préfère lui laisser la parole parce que maintenant je retire toute responsabilité. Bon, j'espère que vous allez m'entendre un peu mieux que la personne qui a fait l'introduction. Donc, la Société d'histoire du 6e a effectivement demandé de faire une présentation sur qui s'appelle Tous aux abris, parce qu'elle va parler des abris de défense passive. Donc, vous reconnaissez sur cette image l'illustration qu'a servi à annoncer la conférence, et peut-être que vous reconnaissez déjà cette espèce de bloc de béton qui est à gauche, qui est dans le 6e arrondissement, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quand on évoque la défense passive, il y a plusieurs souvenirs qui peuvent teinter à vos oreilles, dont par exemple la fameuse sirène que vous entendez tous les premiers mercredis du mois, qui découle de la défense passive et qui était pour annoncer un danger imminent de bombardement aérien. Et aujourd'hui, si on la reproduit tous les premiers mercredis du mois, c'est pour que votre audition garde en mémoire cette sirène, puisqu'elle est susceptible de retentir en cas d'incident industriel, je ne sais pas, de nuages radioactifs qui pourraient venir de nos gens sur scène, sachant que comme cette sirène sonne tous les premiers mercredis du mois, si cet incident se produisait un premier mercredi du mois, à midi, ça pourrait être gênant, donc la musicalité de la sirène serait différente en cas d'alerte, et on vous demande de rester confiné dans ce cas-là. Mais vous ferez pas attention que la musicalité est différente, mais ça sera pour bien distinguer un exercice, une répétition de sirène avec le fait réel. Donc, autre élément qui peut évoquer qui évoque des choses concernant la défense passive, c'est le masque à gaz, puisque c'était devenu un accessoire à la mode, comme on le voit dans de nombreuses illustrations, sur des photos. Donc, si vous voyez cette photo ici, toutes les personnes ont un masque à gaz, et en fait, regardez derrière, au niveau des fenêtres, vous avez des croisillons qui ont été installés pour, en cas de bombardement, en cas de vibration, que les vitres et les fenêtres résistent un peu mieux à l'effet de souffle, sachant que ce n'est pas une invention de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'illustration en bas montre une vitrine qui a été protégée de cette façon, mais d'une manière un peu plus décorative pendant la Première Guerre mondiale, et on peut trouver sur Internet de nombreuses illustrations montrant ces vitrines renforcées par des rubans adhésifs, soit au moment de la Première Guerre mondiale, soit au moment de la Seconde. Donc, j'ai parlé de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir que dès 1870, dès le conflit franco-prussien, le réflexe naturel de l'homme est d'aller sous terre en cas de danger, pour se protéger d'un danger qui vient du ciel. Et Paris a été bombardé par les Prussiens, et on voit différentes illustrations qui montrent des Parisiens dans les caves. Donc, ces caves sont bien sûr à nous, on ne peut pas identifier quelle cave a voulu représenter l'illustrateur, excepté celles du bas, qui sont en fait les caves les cryptes du Panthéon. Donc, j'essaierai de vous donner à chaque fois, le plus possible d'exemples du 6e arrondissement, mais il y a des moments où je reste général. Donc, après le conflit de 1870, il y a eu la Première Guerre mondiale où les Parisiens ont eu à nouveau besoin de se réfugier sous terre dans les caves, comme on le voit sur cette illustration-ci, sachant que Paris, au moment de la Première Guerre mondiale, a été bombardé à la fois par avion, à la fois par ballon, et par un grand canon qui tirait depuis 120 km de Paris, que beaucoup appellent la Grosse Bertha, mais en fait, c'était un canon à longue portée, ça n'a rien à voir avec la Grosse Bertha, qui était juste un obusier qui tirait à quelques kilomètres, on va dire.
alors que le canon à longue portée sur rail tirait à 120 km. Donc on voit des Parisiens qui se sont réfugiés dans des caves. Et nouveauté au moment du premier conflit mondial, c'est que le métro est apparu. Donc le métro va devenir un abri supplémentaire. Et c'est bien ce que je dis, c'est un abri, c'est ce qui est marqué ici. Donc le Nord-Sud, c'est une des deux compagnies qui, en fusionnant après la guerre, ont donné naissance à la RATP. Le Nord-Sud, c'est la ligne 12 et une partie de la ligne 13. Et on voit sur les illustrations à droite et en dessous que la population descendait dans le métro et allait sur les rails, puisque bien sûr, ça permettait de protéger davantage de personnes et l'électricité était bien évidemment coupée. Donc, en parlant du premier conflit mondial, ben, il y a des traces dans votre arrondissement. Si vous regardez ici la façade de l'école des mines, vous avez un certain nombre d'impacts de balles, de tirs qui proviennent de différents moyens, soit par canon, soit par mitraillage, soit en provenance du ciel, puisqu'on voit sur les plaques que c'est à la fois ces impacts sont liés au combat de la libération, au moment de l'insurrection, et aussi à un bombardement aérien qui a eu lieu à Paris en janvier 1918. D'accord. Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de l'image. Donc, la façade de l'école des mines, il y a deux périodes d'impact qui restent visibles sur la façade. Un bombardement aérien de 1918 et les combats de la libération. Et c'est très facile d'identifier, c'est assez facile d'identifier quels sont les impacts liés à la Première Guerre mondiale. J'ai plus la main. Voilà. Bon, d'accord, elle est sur. D'accord. Donc, parce que revenons en arrière, du coup, la souris. Voilà. Donc, si on regarde la façade de l'école des mines, tout en bas, et du coup, j'ai plus le curseur. Ah, il est là-haut. Voilà. Donc, si on regarde cette longue balafre ici, je regarde si ça fonctionne, donc c'est revenu. On s'aperçoit qu'elle existait déjà sur une photo qui date de 1918, au moment où une bombe est tombée. Et d'ailleurs, on voit tout autour de l'école, tout autour, on voit la trace du souffle tout autour, sur la façade, sur le mur là. Et donc, au moins, toute cette longue balafre date de 1918, et on peut s'amuser à identifier chacun des impacts, voir si on les retrouve sur la photo, sur une photo actuelle. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, on découvre l'aviation. Et deuxième chose qui va traumatiser la population, c'est l'invention des gaz de combat, des gaz toxiques. Et l'aviation va faire un bond prodigieux en l'espace de quelques années. Et il s'avère qu'au milieu des années 30, tous les points du territoire de France peuvent être atteints par des avions en vol direct venant de Berlin, sachant que la capacité de transport des avions a aussi considérablement augmenté. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'on va commencer à réfléchir à comment mettre en sécurité la population et les biens, puisque ce que l'on s'est mis à craindre, ayant connaissance de l'aviation et des gaz de combat, on s'est mis à craindre que Paris, mais pas uniquement Paris, que tous les grands centres urbains de France soient soumis à des bombardements. Et ça, on s'est mis à y penser dès la fin du premier conflit mondial. Donc, le premier conflit mondial en 1918, en novembre 1918, on signe l'armistice. En juin 1919, c'est le traité de Versailles. Et pratiquement dès le traité de Versailles, on a conscience que les Allemands ne vont pas pouvoir survivre s'ils ne viennent pas se venger, parce que les conditions du traité de Versailles sont tellement draconiennes, on confisque aux Allemands leur industrie, on les soumet à une amende pour réparer tous les dommages de guerre qu'il y a eu en France, on va coloniser la Ruhr, etc. Et on se dit, les Allemands vont vouloir se venger, et on s'attend vraiment à ce qu'ils se vengent. Et on s'y attend, je vous dis, pratiquement dès 1919, puisque par exemple, en 1923, on fait passer
un questionnaire dans tous les hôpitaux de l'assistance publique de Paris en demandant quelles sont les places disponibles pour les blessés de la future guerre que l'on attend. On est en 1923. Et par exemple, le livre qui est à gauche, la prochaine dernière, est publié en 1932. Donc on attend vraiment la prochaine, et c'est pour ça que la conférence, j'ai indiqué environ 90 ans après, puisqu'on n'attend pas 38-39 pour s'intéresser à la défense passive. Donc à partir au début, ça reste au niveau gouvernemental, que on a connaissance, on ne veut pas trop affoler la population du risque d'une future guerre. Et à partir du milieu des années 30, on va informer progressivement la population. On va leur donner des cours théoriques qui vont être organisés soit par les mairies d'arrondissement, par des municipalités, un peu partout en France, parce qu'on s'attend, comme je disais, à ce que tous les grands centres urbains soient rasés sous des nappes de gaz de bombard et sous des bombes incendiaires. Donc, par exemple, ici, on voit l'assistance du devoir national, on voit l'aéroclub du 16e arrondissement, qui organise une série de conférences. Donc, l'aéroclub, c'est en 1935, par exemple, et il va donner des conférences, comment réagir en cas d'alerte, comment se protéger des gaz de combat, comment résister au souffle du bombardement, etc. C'est des préconisations simples qu'on essaye d'inculquer à la population. On essaye d'inculquer ces préconisations de différentes manières, par exemple, et dans tous les pays européens, mais ça va jusque en fait, tous les pays ont été impactés par la défense passive. Ça va jusqu'aux États-Unis, ça va jusqu'en Australie, etc. Donc là, on voit par exemple une bande dessinée belge sur laquelle vous reconnaissez la sirène qui sonnerait d'alarme. On voit qu'il faut calfeutrer les fenêtres pour éviter la diffusion de lumière qui pourrait être vue du ciel. On voit ici que le personnage a repéré ce casque blanc et donc il demande que le casque soit peint en bleu. Et ce n'est pas un abus du dessinateur, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on vendait des ampoules bleutées, on essayait d'avoir le minimum d'éclairage, on occultait les phares de vélos, de voitures. On a utilisé des abat-jours, donc vraiment ce qui abattait la lumière, qui ramenait la lumière vers le sol. Tous les lampadaires de Paris ont été équipés d'abat-jours, à tel point que l'on ne voyait plus rien dans Paris. En marchant, nombre de piétons se blessaient en butant contre les trottoirs, ils ne voyaient pas les trottoirs. C'est pour ça que sur l'image en bas à droite, vous voyez des personnes en train de peindre en blanc les bordures des trottoirs, c'est parce qu'on n'y voyait plus rien. Autre conséquence de cette luminosité minimale, c'est qu'on ne voyait plus non plus les noms des rues. Par exemple, ici, on est dans le 8e arrondissement, on voit que la plaque de rue Balzac a été descendue. C'est pour que les piétons puissent lire les plaques de rue. On était incapables de les lire. Donc aujourd'hui, si vous vous approchez du restaurant qui est rue Balzac, vous verrez à l'emplacement de l'ancienne plaque de rue, vous voyez que ça a été rempli. Ce n'est pas la même matière, ça a été rempli avec du plâtre. Mais vous avez ça partout dans Paris. Vous pouvez vous demander des fois pourquoi il y a 2 fois le nom de la rue qui est indiqué à l'encoignure de la rue. C'est parce qu'on a rabaissé le nom pour être plus visible au moment du second conflit mondial. Et par exemple, toute l'avenue de Rivoli, amusez-vous à longer les arcades et vous verrez à chaque fois l'emplacement initial de la plaque qui a été descendue. On l'a vraiment à chaque carrefour de rue, on a la plaque et son emplacement initial. Donc, en fait, vous êtes venu ici quand même pour parler des caves, des abris, d'autres endroits où la population est venue se réfugier, sachant que ces abris étaient indiqués à la fois sur les dormants des portes extérieures, mais par exemple, vous alliez au théâtre, sur la place de théâtre que vous achetiez ou sur la place de cinéma, derrière, il y avait indiqué la place d'abri qui vous était réservée et dans quel abri il fallait aller en cas d'alerte. Donc, je vais essayer de passer en revue les différents types d'abris qui ont pu exister. Il y a d'abord ce qui est représenté ici, des tranchées abris. Donc, on voit des personnes en bas qui sont en train de creuser des tranchées. On a fait appel à toutes les forces vives de la nation, les scouts, les soldats, les chômeurs. Donc, on creusait des tranchées, mais véritablement comme les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dans Paris, on a des dizaines de kilomètres de tranchées dans les parcs et jardins de la mairie de Paris et dans toutes les parties engazonnées, par exemple, le long du bois de Vincennes, entre le bois de Vincennes et les habitations. Sachant que ce sont des tranchées qui font quelque chose comme 2 mètres de haut, il faut juste qu'une personne puisse être debout dedans. Donc, on creuse ces tranchées, on recouvre les parois de la tranchée de béton, on fait un plafond en béton
et on met un petit peu de terre par-dessus, et en gros, la tranchée, elle est à 10 cm, 20 cm sous la surface du sol. Mais ces tranchées, on le voit sur cette illustration-là, ont une forme particulière avec de nombreux angles. Donc, soit ce sont des chicanes, soit ce sont une succession de triangles inversés. C'est pour résister uniquement à l'effet de souffle, parce qu'on sait que si une bombe tombe sur le plafond de la tranchée, elle traverse la tranchée. Donc, c'est pour limiter le nombre de morts en cas d'impact direct sur la tranchée, sachant que ces tranchées étaient faites pour résister à un effondrement d'immeuble, pour protéger la population qui serait dedans des éclats, de tout ce qui pourrait tomber à proximité. Donc, dans le jardin du Luxembourg, il y a eu deux tranchées de ce genre qui ont été creusées, une au niveau de l'allée de l'Odéon, qui est cette allée-ci, et une au niveau de l'allée des Platanes à l'époque, qui est devenue aujourd'hui l'allée de la Croix. Donc, ces tranchées, malheureusement, elles ont été désaffectées dès janvier 1941, en partie emblayées, et elles ont été remplacées par un abri dont on parlera dans quelques diapositives. Par exemple, ici, on voit le creusement des tranchées au niveau de l'allée de l'Odéon, et on voit que rien n'est perdu, bien sûr, puisque toute la terre qui va provenir du creusement des tranchées sert à remplir des sacs, dits sacs à terre ou sacs à sable, qui vont servir aussi au moment de la défense passive pour protéger les soupiraux, pour protéger les monuments. Plein de monuments de Paris ont été recouverts de ces sacs jusqu'à pratiquement, par exemple, les portes de Notre-Dame sont complètement protégées par des amoncellements de sacs de sable, etc. On voit d'autres tranchées qui ont été creusées ici au niveau de la prolongation du prolongement du jardin du Luxembourg, donc au niveau des squares, du soir de oui, c'est le soir d'observatoire, mais c'est le jardin des grands observateurs. Donc ces tranchées, tout à l'heure, on a vu des personnes qui les creusaient, mais on pouvait faire appel à des moyens mécaniques pour les creuser, bien sûr. Sur Internet, vous arrivez à trouver une petite vidéo qui montre un exercice d'alerte où on voit des enfants qui descendent dans les tranchées. Et quand vous regardez attentivement la vidéo, vous apercevez qu'on sépare les filles et les garçons, car bien évidemment, à l'époque, la mixité dans les écoles n'existait pas. Donc voilà à quoi ressemble une tranchée. Vous voyez les parois en béton, vous voyez le ciel en béton. Ici, c'est une photo prise en 1944 d'enfants dans une tranchée à Paris. Sachant que là, on voit qu'il n'y a que des garçons. On voit que dans cette tranchée, de part et d'autre, il y a des bancs. Ces bancs étaient faits pour recevoir, on estimait 2 personnes par mètre linéaire et par banc. Donc, quand vous n'aviez qu'un banc d'un côté, c'était 2 personnes à mètre linéaire, sinon c'était 4 personnes à mètre linéaire. Et les enfants, c'était 6 enfants par mètre linéaire. Donc, des tranchées, la défense passive, comme je disais, a impacté tout le territoire de France. Par exemple, à droite, c'est une tranchée qui est dans le parc Montsouris. À gauche, vous voyez, c'est strictement la même structure, sauf que celle-ci, la photo a été prise à Lyon. Donc, les tranchées peuvent être réalisées, les parois peuvent être réalisées sous forme de parois moulées ou où on peut couler directement, ça s'appelle des parois préformées, où on peut couler le béton directement le long de la terre de la tranchée. Donc, tout à l'heure, je parlais des 2 tranchées du jardin de Luxembourg qui ont été condamnées. Et elles ont été remplacées par cette galerie de carrière qui existe, qui va de la caserne des gardes républicains rue de Tournon donc il y a un accès qui était caserne des gardes républicains rue de Tournon, c'est l'accès que vous voyez à droite, c'est l'escalier qui est là. Et le deuxième accès, parce qu'à chaque fois que vous avez un abri, vous avez au moins un accès principal et une sortie de secours. Parce que si jamais il y a un problème, que l'accès par lequel vous êtes arrivé est rendu inaccessible à cause du bombardement, il faut bien pouvoir ressortir à un moment donné. Et donc, le deuxième accès est devant, était pratiquement au pied, puisque les bombes n'existent plus, il n'y avait plus du tout en surface. Il était pratiquement au pied de l'arrêt-bus qui est devant l'entrée principale du Sénat, rue de Vaugirard. Vous le voyez au niveau entre la rue de Tournon et la rue de Condé. Et voilà à quoi ressemble, en bas à droite, vous voyez à quoi ressemble la galerie de carrière. C'est une galerie de carrière qui a été sécurisée au niveau de pierres qui manquait de ciment. On a rejoint au ciment et on a mis de l'éclairage. Et donc, c'était l'abri de substitution des 2 tranchées du jardin de Luxembourg qui avaient été condamnées en janvier 1941. Et ces tranchées, en fait, on peut très bien les identifier aujourd'hui, la plupart du temps, vous les identifiez sur des photos aériennes. Par exemple, en haut, ici, vous voyez des zigzags. Je ne sais pas si est-ce que vous arrivez à voir les zigzags ou pas? Voilà.
Vous voyez les zigzags, ça c'est une photo qui est contemporaine de la Seconde Guerre mondiale, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, et vous prenez une photo aujourd'hui, aérienne, vous identifiez encore, vous voyez, ces zigzags des tranchées. Donc, malheureusement, pour celle du jardin de l'Observatoire, le prolongement du jardin de Luxembourg, en vue aérienne, je n'ai pas trouvé de traces. Et il y a une autre façon de trouver ces tranchées, c'est de découvrir les sorties de secours qui sont, comme sur la photo de droite, une espèce de plaque d'égout, mais en fait qui descend que de 2 mètres, enfin, ce qui donne accès à un petit puits à échange qui ne fait que 2 mètres de profondeur. C'est la sortie de secours de la tranchée. Donc maintenant, on va passer au niveau des caves abris. Donc c'est ce qui m'intéresse aussi dans le fait de vous présenter cette conférence, c'est d'avoir connaissance d'éléments qui pourraient subsister dans vos caves, sachant que souvent les personnes qui vont dans leur cave ne voient pas, enfin, ont tellement l'habitude de voir ces vestiges qu'ils ne pensent pas que ça date de la défense passive, donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez ici des indications abri, sortie de secours. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment énormément, c'est qu'on avait aménagé à Paris, suite à un inventaire des services techniques de la préfecture de police, on avait aménagé 500 caves par quartier, ça fait 2000 par arrondissement, ça fait 40 000 caves qui ont été aménagées en abri. Pour aménager une cave en abri, il fallait d'abord que l'immeuble fasse au moins 4 étages, pour des raisons, si la bombe n'explose pas entre le plafond, entre le toit et le premier plafond, elle est au moins amortie, elle a plus de probabilité d'exploser avant d'arriver au niveau du rez-de-chaussée. Et si ces caves faisaient si les caves étaient sous des immeubles de 4 étages et qu'elles étaient voûtées, souvent elles étaient considérées bonnes pour le service. En revanche, souvent, elles étaient renforcées soit par des étais en bois, enfin par des poutres en bois comme on le voit ici sur ce dessin technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1937, au moins en 1937, lors de l'exposition universelle internationale qui a eu lieu au Trocadéro, il y a eu 2 étages consacrés à la défense passive, avec présentation des différents types d'abris qui pouvaient exister, avec des commerciaux qui étaient là pour vous vendre des abris, ou pour vous pouviez simplement y passer pour vous inspirer pour faire un abri, une tranchée dans votre jardin. Donc là, voilà un exemple maintenant théorique au cours d'une exposition. Il y a eu aussi une exposition comme ça dans fin des années 30 sur l'esplanade des Invalides. Voici en réalité ce que ça représente. Donc là, vous voyez la même chose. Je reviens en arrière. Vous avez des renforts en bois et entre les renforts et la voûte de la cave, vous avez des sacs à terre pour servir d'amortissement. Et donc là, on est sous la mairie du 7e et vous avez ces sacs. Vous avez strictement le même dessin. Et à droite, vous avez un stock de sacs à terre qui est toujours présent, par exemple, dans une cave de la mairie du 10e arrondissement. Et ce sont des sacs de la défense passive. Et pour nous rapprocher de chez vous, ici, nous sommes sous l'ancien poste de police de la mairie du 5e. Donc, c'est aussi une cave abri qui a été renforcée par des poutres en bois, des madriers en bois, et vous voyez les assises qui ont été, les bancs qui ont été installés. Et à droite, je refais un retour dans la cave de la mairie du 7e. La surprise que l'on a eue en allant dans cette cave, si je modifie l'éclairage des photos, on s'aperçoit qu'il y a des dessins qui représentent des personnes avec une lampe, avec un masque à gaz, qui sont soit debout, soit allongés dans un hamac, soit allongés sur un banc. Et ces dessins ont été faits en septembre 1939, tout au début de la Seconde Guerre, par une personne qui visiblement maîtrisait le dessin. Ce n'était pas un enfant qui a gribouillé quelque chose. C'est une personne qui a voulu laisser une trace de ce qu'il vivait au moment où il était dans l'abri. Donc voilà d'autres exemples de caves. Alors là, je vous ai parlé de mairie du 5e, mairie du 10e, mairie du 7e. Mais en fait, dans vos caves respectives, dans les couloirs de vos caves, vous pouvez très bien avoir des renforts en bois sans penser que ça date de la défense passive. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces connaissances-là. Parce que je vous ai dit qu'il y avait il y a eu 40 000 abris en cave dans Paris. Sauf que les seuls inventaires que l'on ait sont l'inventaire pour le quartier Dauphine et Pampelonne. Tous les autres ont été perdus. Donc, on peut les retrouver que par connaissance ou parce qu'on trouve un document ancien qui indique cavalerie à telle adresse ou une photo sur laquelle on voit une inscription abri.
Donc, vous voyez, c'est assez identifiable. Vous voyez, c'est renforts en bois. Vous voyez des indications sortie de secours, partie de cave à ne pas occuper. Vous pouvez avoir des inscriptions, enfin, des papiers collés encore marqués défense passive ou des inscriptions marquées DP à la peinture blanche. Ce sont des vestiges de la défense passive. Donc, montrons un exemple dans votre arrondissement. Ici, nous sommes sous le lycée Fénelon. Donc, il y a des caves du lycée Fénelon qui ont été renforcées en bois, comme vous voyez ici. Plus en détail, voilà. Nous sommes toujours dans le lycée Fénelon. Et ces parties blanches-là, heureusement, c'est de la peinture. Je dis heureusement, parce que le problème que l'on rencontrait que l'on a présupposé qu'on pouvait rencontrer avec le bois, c'est que c'est déjà inflammable, ça peut être attaqué par les insectes, et c'est aussi putrescible en cas d'humidité. Et donc, il peut très bien y avoir des caves comme ça avec le bois qui se couvre de moisissures blanches. Et c'est pour cela que l'on a pensé à un autre type d'étaiements qui sont des étais en métal. Donc, ceci, on a des poutrelles métalliques. Voilà, donc, comme tout à l'heure, vous avez vu le dessin technique, voilà le renfort de cave en étais métallique. Dans la réalité, voilà ce que ça peut donner. Ici à gauche comme à droite, vous êtes dans les sous-sols du poste de police qui est là, à la mairie du 6. Donc, cette cave à gauche, elle est entièrement métallique. Cette cave à droite, on voit que ce sont cette partie de cave, parce que c'est la même cave, on voit que ce sont des étais métalliques qui supportent les madriers en bois. Donc, dans les caves particulières, vous avez d'autres vestiges qui subsistent. Donc, on a vu ce type d'inscription qui sont, par exemple, ici, entrée. Là c'est général, enfin, c'est des photos prises un peu partout dans Paris, mais je vais vous en montrer prises dans le ciel. Donc, vous voyez, entrée des abris, suivez la flèche, sortie de secours par trappe, abri, là, c'est très surprenant. C'est une planche sur laquelle il y a un papier collé, et c'est toujours sur une porte de cave. Vous voyez une autre flèche abri, mais ce qui est le plus intéressant, c'est, et ça, vous pouvez en avoir dans vos caves à vous, enfin, vous pouvez avoir des inscriptions comme à gauche, mais vous avez aussi souvent un renfoncement sur un mur, au niveau d'un mur porteur de la cave. Et ce renfoncement, c'est en fait la sortie de secours. Sachant qu'en prévision de la guerre, quand on a commencé à aménager des abris en cave, on a percé les murs porteurs entre deux immeubles qu'on n'a pas laissé ouverts, on les a remplacés par une petite cloison en plat, parce que vous commencez à manquer de tout, vous ne voulez pas que les habitants des immeubles aillent se cambrioler les uns les autres, donc on a remplacé ça par une petite cloison en plat qui se casse par un simple, on va dire un grand coup de pied, mais sur lequel c'est marqué, ça surprend toujours les personnes, cloison à démolir en cas d'accident, sortie de secours, on se dit mais c'est pas une sortie de secours, c'est un mur à défoncer en cas de danger, etc. Ce sont les sorties de secours de la rue. Des fois, tout ce qui a été métallique ou poutre en bois peut avoir été supprimé, parce que ça fait toujours un peu plus de place dans les couloirs de cave, sauf que pour les enlever, ces étais métalliques et ces poutres en bois, il fallait demander à la sortie du second conflit mondial, il fallait demander l'autorisation à la préfecture de police. Parce que lorsque l'on sort du second conflit mondial, on vient de découvrir la bombe atomique avec les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, et on attend la guerre suivante. Donc, on a des abris en place et on se dit on ne va pas y toucher, sauf si vous pouvez justifier que vous allez travailler au niveau du plafond de la cave pour faire passer des câbles électriques ou quelque chose. Donc, voilà des exemples dans le 6e arrondissement. À gauche, il faut le savoir que c'est une sortie de secours, ce n'est pas marqué dessus, c'était peut-être marqué, ça a peut-être été recouvert de peinture blanche. Mais là, on est rue Herschel. Ici, à droite, on est rue Stanislas. À droite, c'est encore rue Stanislas. Donc, sortie de secours, là, vous n'avez aucune ambiguïté. Refuge, il n'y a pratiquement aucune ambiguïté. C'est bien, de toute façon, ça mène à cette sortie de secours-là. Voilà d'autres exemples, rue Stanislas. Escalier de sortie. Et là, j'ai essayé de faire un gros plan sur l'escalier, là en bas, parce qu'on a aussi ce genre de vestiges que l'on trouve sur ces petits murs en plat. Et si vous regardez bien, en fait, les murs sont relativement grossiers dans les couloirs de cave, sauf qu'à l'endroit où vous mettez le pochoir, escalier de sortie ou sortie de secours, c'est du plâtre, c'est très lisse. Et souvent, c'est là où on va trouver des inscriptions manuscrites qui datent de la guerre. Et là, il y a un nom qui est certainement Janin et 1943. Donc ça a été écrit pendant la guerre. Donc, vous reconnaissez maintenant le bloc de béton que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, on a vu les tranchées abris, on a vu les abris en cave. Le troisième type d'abri, c'est ce que j'appelle les abris administratifs, qui sont des abris étanches au gaz. Le plus bel exemple d'abri administratif que vous pouvez avoir vu dans votre arrondissement, c'est l'abri. Enfin, il y a deux abris comme ça au Sénat, dont un qui est sur 2 étages, qui est magnifique parce que tout l'équipement est en place. À la limite, le groupe électrogène, on peut le démarrer, etc.
Cet abri, si vous voulez en voir des images, il y a 2-3 documentaires qui effectivement ont été tournés pour montrer le côté historique du Sénat ou pour montrer le côté historique des sous-sols de Paris. Et vous voyez cet abri donc sur Internet. Mais moi, je vais vous montrer des photos provenant d'autres abris du 6e, mais qui montrent les mêmes éléments que ceux que vous pouvez voir, qui existent dans les abris administratifs étanches au gaz du Sénat. Donc le plus beau, c'est effectivement de tout Paris-Cochonnet, c'est celui sur 2 étages du Sénat. Donc quand on rentre dans un abri administratif étanche au gaz, on a déjà une double porte pour faire un sas, parce que comme on craignait les gaz de combat, il fallait éviter que, si quelqu'un rentrait dans l'abri, que les gaz rentrent en même temps. Donc la première porte, celle qui est au fond, là, c'est une porte anti-souffle, et la seconde porte, qui est étanche au gaz, bien sûr, et la seconde, c'est aussi une porte étanche au gaz, mais elle n'a pas nécessité d'être vraiment anti-souffle. Et ces portes, par exemple celle-ci, on voit que c'est marqué porte étanche Keops, qui est un des fabricants de portes à l'époque. Il y a d'autres fabricants qui ont énormément vendu de portes pour les abris. Ça a été Keops, ça a été Bosch pour le CHE, ça a été Fichet. Et Fichet, ça vous rappelle peut-être quelque chose parce qu'il y a des coffres-forts Fichet. Et effectivement, si vous regardez le papier en tête de la société Keops, avant-guerre, ils proposent des coffres-forts. Et toutes ces sociétés se sont dit, si on est capable de mettre en sécurité du bien matériel, il suffit de faire des coffres en fait, plus grands pour mettre en sécurité les personnes. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu effectivement ce bloc en béton. Ici, on est dans l'école vitrée, dans votre arrondissement. Et donc, dans ces abris étanches au gaz, vous avez un système de filtration d'air, parce que si l'air qui alimente l'abri est pris sur l'extérieur, mais si l'air extérieur est rempli de gaz toxique, il faut pouvoir le filtrer, donc l'air passerait sur un filtre à charbon. Vous avez dans tous ces abris étanches au gaz un système cycloventilateur qui permet, normalement, vous êtes aussi relié à l'extérieur par une ligne électrique, mais cette ligne électrique peut être coupée par un acte malveillant ou par le résultat des bombardements. Donc, il faut pouvoir assurer l'électricité dans l'abri. Donc, vous avez des vélos sur lesquels vont se mettre des personnes et en pédalant, la dynamo va fournir l'électricité, mais en même temps, le mouvement des roues va faire tourner des ailettes qui vont propulser l'air pour le faire passer sur des filtres à charbon. Donc, c'est soit un système cycloventilateur, soit un système de manivelle à main. Donc, ici, nous sommes toujours sous une école, donc ça, on ne le trouve pas dans les abris, pas toujours dans les abris administratifs, puisque normalement, c'est pour attendre la fin d'un bombardement. Donc, l'alerte, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, dans les écoles, il faut pouvoir occuper les enfants ou les tranquilliser. Donc, dans les écoles, vous avez souvent des couchages. Bon, vous avez des toilettes parce que c'est important de pouvoir assouvir certains besoins par moment, surtout que la panique peut exacerber le besoin d'uriner. Et ces toilettes, en fait, ont une caractéristique, c'est qu'on est toujours en dessous, on est dans les caves ou en dessous du niveau des égouts. Donc, on ne peut pas avoir une pompe pour remonter les exécrats au niveau des égouts, donc on a des pompes, on a des toilettes sèches. Et Aceta, c'est une marque qui a existé encore très longtemps puisqu'elle a fourni les camping-cars encore récemment. Donc la plupart des toilettes, ce sont des toilettes Aceta, ça a été un gros producteur. Donc ici, c'était l'entrée de l'abri vitré et de l'école vitrée. Et quand vous sortez, vous avez, comme je vous disais, une entrée et une sortie de secours. À l'opposé de l'abri, vous avez souvent des sorties de secours qui sont soit sous la forme de petites échelles comme un égout, comme un puits d'égout, soit d'escaliers de meunier. Donc, il existe, après les tranchées, les caves abris et les abris administratifs étanches au gaz, vous avez un 4e type d'abri qui est un peu particulier, ce sont les postes de secours sanitaires étanches au gaz. Ces postes de secours sanitaires, ce sont des hôpitaux souterrains étanches au gaz, donc qui vont avoir le même type d'équipement que ce que je vous ai présenté pour les abris administratifs. Je les appelle abris administratifs parce que souvent, ils sont sous les administrations. C'était pour mettre en sécurité une partie du personnel de l'administration du bâtiment au-dessus, parce que ce que l'on craignait, c'était que le pays soit entièrement rasé, et on voulait que les sachants, c'est-à-dire le personnel technique et quelques dirigeants, quelques personnes politiques, puissent faire repartir le pays. On s'attendait vraiment à ce que toute la France soit rasée sous des nappes de bombardement. Et donc là, malheureusement, si vous regardez la liste des postes de secours sanitaires qui avaient été prévus, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas dans le 6e. Donc, vous n'en aurez pas, mais je vous montre juste ce que c'est. En fait, c'est un hôpital souterrain, avec séparation, bien sûr, hommes et femmes, puisqu'il n'y a pas de mixité.
avec séparation des types de blessures que peuvent avoir les personnes. Soit ils ont été brûlés par les bombes incendiaires, soit ils ont été intoxiqués par les gaz de combat, soit ils ont été simplement brûlés par blessés par des éclats. Donc ces hôpitaux sont des hôpitaux uniquement provisoires. Les blessés sont amenés par le personnel de la défense passive qui est, lui, équipé en combinaison étanche au gaz, qui va chercher les blessés soit dans la rue, soit qui va essayer de décombrer un accès à une cave, par exemple, pour ressortir les personnes qui sont dedans. Il les amène dans ces postes de secours sanitaires en attendant la fin du bombardement, en attendant la dissipation des gaz de combat, et après, les blessés sont emmenés dans des hôpitaux en arrière. Par exemple, à Villejuif, c'est un hôpital de repli, à Créteil, c'est un hôpital de repli. C'est juste le temps du bombardement. Et les vestiges supplémentaires qui peuvent exister dans ces abris, donc dans ces abris, dans ces postes de secours sanitaires, vous avez les mêmes systèmes de vélos, les mêmes systèmes cycloventilateurs, vous avez les mêmes systèmes de filtres, vous avez les mêmes doubles portes étanches au gaz avec SAS, mais vous avez une chose particulière qui sont tous ces marquages qui sont blancs sur des plaques métalliques rouges sur fond blanc, donc qui indiquent le cheminement du blessé qui va arriver. On voit ici des habillages, chirurgie, moteur, donc vous êtes pour indiquer que la pièce qui est derrière la porte, c'est le groupe électrogène. Donc là, par exemple, c'est un groupe électrogène sous une école, avec des choses particulières dans cette école. Vous voyez très bien sur la porte métallique, et c'est quand même extraordinaire de savoir que ça a duré jusqu'à aujourd'hui. C'est marqué la vidange du moteur a été faite le 27 décembre 1939. C'est juste écrit à la clé. Un coup d'éponge et ça disparaîtrait. Et donc, comme j'ai indiqué, dans ces abris, il y a beaucoup de systèmes cycloventilateurs, mais la plupart du temps, vous avez les selles qui ont disparu. Parce que pendant la guerre et après-guerre, la France était une grosse nation vélocipédique. Tout le monde circulait en vélo et les vélos se volaient régulièrement dans les rues. On volait les éléments qu'on voulait récupérer sur un vélo, la pompe par exemple, la pompe, la selle. Et des personnes se sont aperçues donc, pendant la guerre et après-guerre, donc pendant la guerre quand ça ne servait pas et après-guerre quand ça ne servait plus, se sont dit mais là il y a des selles en cuivre. Donc la plupart du temps, quand vous rentrez dans un abri étanche au gaz, les selles ont disparu. Et donc, comme je parlais tout à l'heure de l'abri du Sénat, il est entièrement en état, les selles sont toujours là, etc. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'autres endroits où la population pouvait se réfugier. Tout à l'heure, je vous ai parlé du métro, en parlant d'abri. Ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale, sachant qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, on parle de refuge. Donc là, c'est un plan, je vais vous expliquer la différence. Ça, c'est un plan du métro, un plan allemand datant de l'occupation. On le voit, il y a marqué U-Bahn, il y a une indication allemande ici. Et en parlant du métro, je ne sais pas si vous aviez remarqué, jusqu'en 2016, la sécurité du métro était légiférée par une loi vichiste qui datait de 1942. Donc là, l'indication qui est à gauche a été découverte. Il y a certaines stations qui ont été carrossées dans les années 60. Et derrière le carrossage, quand c'est nettoyé pour différentes raisons, on peut retrouver des affiches anciennes. Donc, vous voyez ici, c'est marqué décret du 22 mars 42. Et en bas à droite, c'est les indications qui étaient encore en place jusqu'en 2016. Donc, ça a été la loi de 42 s'appliquait toujours dans le métro jusqu'en 2016. Elle a été abrogée en 2016. Donc, je vous disais que le métro, on parle pendant la Seconde Guerre mondiale de refuge et non pas d'abri. Parce qu'on considère comme abri dans le métro, on voulait mettre en protection au gaz la plupart des lignes souterraines. Et donc, les abris, ce sont les abris étanches au gaz. Il n'y en a eu que 3. Il y a eu Place des Fêtes, comme vous voyez ici. Il y a eu Maison Blanche. Donc, Maison Blanche, c'est une station à moyenne profondeur, à 7 mètres de profondeur. Place des Fêtes, c'est à 20 mètres de profondeur. Et il y a eu une station, un emplacement particulier qui est sous le parc Monceau, ce qu'on appelle la boucle de Villiers, qui était une boucle de retournement du métro et qui était réservée en fait au personnel qui dirigeait la compagnie du métropolitain parisien. Donc le métro a servi de refuge, d'abri ou de refuge, à la fois pour les Français et à la fois pour les Allemands lorsqu'ils étaient là. Par exemple, on voit ici à Porte des Lilas une usine de micromécanique qui a été installée parce que c'était une station aussi qui était à grande profondeur. Au niveau Place des Fêtes, un vestige que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est quand vous êtes sur un des quais, vous voyez une porte avec un volant, une porte étanche au gaz. Et effectivement, pour rendre étanche le métro,
on avait dans les tunnels du métro, ça se voit à différents endroits, par exemple là on est à Maison Blanche, vous avez des grandes portes qui venaient fermer le tunnel du métro, mais lorsque vous fermez une porte sur des rails, vous avez en fait un espace vide entre le bas de la porte et les traverses. Donc ça ne serait pas étanché. C'est pour ça qu'il avait été prévu des cales en bois, comme un jeu de puzzle qu'il fallait mettre selon un ordre précis pour colmater tout l'espace entre le bas de la porte et les traverses. Mais pour rendre étanche la chose, il fallait étaler de la glaise par-dessus. Donc vous imaginez le temps que ça prenait. Donc heureusement que Paris n'a pas été bombardé par des gaz de combat. Et donc vous voyez ici, vous avez des stations refuges ouvertes à l'exploitation, des stations refuges, donc on parle bien de refuges fermés à l'exploitation. Vous voyez que pour Maison Blanche, Place des Fêtes, c'est marqué abri. Donc le troisième, ce n'est pas une station puisque c'est une boucle de retournement du métro. Sachant que ça, c'est un instantané des stations refuges. Parce que les stations refuges ont eu l'identification d'une station refuge pour le public a évolué au cours de l'occupation. Quand on s'est aperçu que des stations étaient trop proches, par exemple, du port de l'Arsenal, on les a déclassifiées. Parce qu'on s'est dit, si il y a une bombe qui tombe et qui perce la paroi entre le métro et il y a inondation, où on a, pour des raisons de sécurité, il y a certaines stations qui ont été déclassifiées comme refuge, et il y a des stations qui ont été récupérées par les Allemands. Par exemple, à côté de l'école militaire, c'est devenu une station refuge pour les militaires allemands. Et si vous regardez bien tout à l'heure, vous avez vu Porte des Lilas, qui était devenue une usine de micromécanique pour les Allemands. Et ici, Porte des Lilas, qui est tout en bas, c'était une station refuge française. Donc elle va disparaître de la liste. Donc pour revenir à votre arrondissement, on voit ici Mabillon. On voit la station Mabillon, qui est une station refuge. Et vous voyez que ça s'étend bien au-delà, puisque la limite du refuge est ici et ici. Donc ça s'étend au-delà de la station. Comme j'ai dit, les personnes allaient sur les voies, puisqu'on coupait le courant. Et vous avez en fait une chose particulière à Mabillon qui n'a pas été réalisée. Il y avait une entrée supplémentaire qui était prévue en colimaçon pour augmenter le flux de personnes qui seraient rentrées en cas d'alerte. Donc voilà Mabillon. Donc on voit bien par rapport à la première photo de 14-18 où c'était marqué refuge, abri. Ici, c'est bien marqué refuge au-dessus de Mabillon. Et puis il y a des panneaux en plus qui étaient collés, qui sont très amusants, qui étaient indiqués, qui étaient sur du papier. Station interdite au public pendant les alertes en raison du danger d'occupation. Je crois que le danger d'occupation était permanent pendant 4 ans. L'occupation était là. Donc voilà, on le voit, limite de refuge en français et en allemand. Donc il y a tout le monde avait le droit d'aller dans les stations en cas d'alerte, mais bien évidemment, un Allemand seul se risquait peu d'aller dans une station où il y avait plein de populations françaises qui pouvaient lui être hostiles. Donc ici, nous sommes à Sancier-d'Aubenton. Vous voyez qu'il y a très peu de sièges. C'est juste ça, ce que vous pensez être des sièges, ce sont les escabeaux pour descendre sur les voies, qui sont là en attente de servir en cas d'alerte. Et juste, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que voilà, Mabillon, il n'y a aucun siège. Aujourd'hui, il n'y a toujours aucun siège. Donc, il y a juste la couleur qui est apparue. Et vous voyez que les personnes descendent sur les voies, là, on est à Pyrénées. Donc, dernier type d'abri que l'on va évoquer, ce sont les carrières souterraines. Donc, les photos en noir et blanc à gauche, que vous allez voir celle-ci et la suivante, ont servi à illustrer la nature le 1er avril 1936, où on s'est posé la question, est-ce que les carrières souterraines de Paris peuvent servir d'abri? Et donc, ces sites sont identifiables. Ici, vous avez la photo aujourd'hui. Le pilier là, vous reconnaissez. Ces deux sites sont dans les carrières sous l'hôpital Cochin. Bien évidemment, les carrières de Paris comme de banlieue ont été, l'utilisation des carrières de Paris comme de banlieue a été réfléchie. Les carrières de banlieue avaient un avantage, c'est qu'elles sont volumineuses. Ce sont des grandes galeries. Là, c'est ici les Moulineaux. Et surtout, on peut y rentrer en foule et on peut y rentrer même des camions. Donc là, c'est Meudon, là, c'est Meudon aussi. Alors qu'à Paris, pour accéder aux carrières, il faut descendre 20 mètres il faut créer un accès qui descend à 20 mètres de profondeur. Donc cette illustration-là, qui provient aussi de la nature de 1936, montre le projet d'abri qui avait été envisagé au niveau de la place d'Enfer Rochereau, qui est un abri assez emblématique parce que c'est de cet abri qui a été ordonné la solution de Paris. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Mais voici un plan de l'ensemble des carrières de Paris. Tous les cercles bleus et ces deux choses-là en couleur
ce sont des abris civils qui avaient été aménagés au niveau des carrières. On voit qu'il y en a à peine, il y en a moins de 20. En vert, c'est un abri qui avait été aménagé, c'est un secteur qui avait été sanctuarisé au niveau du jardin du Luxembourg. Et en rouge, c'est un abri qui avait été envisagé par le gouvernement collaborationniste de Laval. Donc voilà le projet d'abri qui avait été envisagé pour la place d'Enfer Rochereau et sa réalisation, enfin presque sa réalisation, il y a quelques petites modifications par rapport au plan de travaux. Donc, place d'Enfer Rochereau, c'est un abri que vous pouvez visiter aujourd'hui. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un abri administratif étanche au gaz, cet abri est visible. Le musée, il est sous le musée de la Libération. La visite est gratuite, la visite de l'abri est gratuite. Vous pouvez même faire la visite en réalité augmentée. Donc, vous descendez par cet escalier-là. Donc, voilà des photos des années 80 avant que l'abri soit. Ces deux photos-là à droite et ici, avant que l'abri ne soit aménagé pour la visite, puisqu'il a été aménagé pour la visite en 2019. Donc, l'entrée principale par ce grand escalier et la sortie de secours qui, elle, permettait d'aller jusqu'à la rue Chalchon. Donc, voilà une photo de novembre 44 de Roltanguy descendant dans l'abri. Je dis bien de novembre 44 parce que l'abri a servi que du 19 au 25 août 44, enfin du 20 au 25 août 44, puisque le 19, Roltanguy était à Schœlcher, était dans le bâtiment de surface au Schœlcher. Donc, et en novembre 44, il y a eu un documentaire ils ont voulu montrer dans quelles conditions Roltanguy a coordonné l'insurrection. Donc, ce sont des photos de 44, mais quelques mois après, enfin 2 mois après l'insurrection, enfin 2-3 mois après l'insurrection. Donc, la photo à droite, c'est pendant les travaux d'aménagement. Donc, photo du documentaire, en haut à gauche et à droite, photo du documentaire de novembre 44. Vous voyez qu'avant l'aménagement, l'abri étant facilement accessible à partir des carrières souterraines, il a été très peu respecté. Vous voyez le PC roll qui est là, c'est ce qu'on voit là. Ou ici, l'indication sortie, elle est noyée dans les inscriptions, les tags, les flèches. Et il a fallu à la fois restaurer et essayer de mettre un peu d'animation dans cet abri pour l'ouvrir au public. Donc, je reviens sur le plan général. Donc, il y a l'abri, le secteur qui a été sanctuarisé, qui est sous le lycée Montaigne, rue de Vaugirard. Et juste à côté, il y a un petit abri qui avait été réservé, une partie des carrières qui avait été réservée comme abri de défense massive pour la fac de pharmacie à côté. Avec, on le voit au niveau des accès, les accès étaient séparés en fonction donc pour les militaires, pour les étudiants, pour les enfants du lycée. Et puis il y avait une quatrième sortie qui était plutôt sortie de secours, parce que c'était un puits à échant. Donc la partie lycée Montaigne est ici, et la partie abri, donc on voit c'est la fac de pharmacie qui est juste à côté. Et à l'école des mines, il existe un plan qui a été, dont on a eu connaissance assez récemment, qui montre, tout le monde a connaissance que pendant l'occupation, tout le secteur autour du jardin du Luxembourg avait été sanctuarisé. Bien évidemment, puisque s'il y avait le quartier général de la Luftwaffe, le Sénat avait été réoccupé par les Allemands, enfin, il était occupé par les Allemands. Et si les Allemands voulaient éviter d'être attaqués voulaient éviter qu'il y ait un risque d'attentat en surface ou attaqués par des troupes armées, ils se sont dit il est très facile aussi par les carrières de venir dans ce secteur-là. Donc tout ce secteur-là avait été sanctuarisé. Donc ici, je vous montre, c'est la rue de Vaugirard. Le lycée Montaigne est ici. L'école des mines est là. Donc en fait, quand on est dans l'abri au niveau du lycée Montaigne, qui est l'abri du quartier général de la Luftwaffe, il y a 3 sorties de secours qui sont fléchées, mais en fait, il en existe une quatrième. Une qui donnait boulevard Saint-Michel devant l'école des mines. On descend dans l'abri par un escalier. Il y a une sortie de secours par un puits à échon, donc à l'intérieur de la cour du lycée. Une sortie de secours au niveau de l'école des mines et une sortie de secours au niveau de la rue Bonaparte, juste en face de l'Institut hongrois. Oui, c'est la porte que l'on va voir qui est juste en face de l'Institut hongrois. Donc, on voit la rue de Vaugirard au niveau de la galerie qui est sous la rue de Vaugirard. Donc, ceci, c'est un plan qui est intéressant parce que c'est un plan qui a été dressé en 1942-1943 pendant l'occupation, pendant que les Allemands, bien sûr, étaient là. Donc, avec le risque qui était d'aller clandestinement sous terre et de se faire prendre par les Allemands. Et là, ce n'était pas une simple contravention, c'était les personnes qui ont fait ça risquaient vraiment la mort. Et ils ont dressé un plan, ils ont réussi à rentrer dans les différents abris du Sénat,
dont une sortie de secours donnée dans les carrières. L'accès de ces abris du Sénat, c'est bien sûr dans le Sénat. Et on voit qu'avait été sanctuarisée cette galerie par des murs, et la porte qui est rue Bonaparte permet d'accéder à un escalier, et quand on descendait par l'escalier, il y avait un sas qu'il fallait franchir pour être dans le secteur allemand. Et donc, comme il vient d'être dit, la porte de la rue Bonaparte, qui est juste en face de l'Institut hongrois, elle est à côté de la Rébus, et c'est une porte métallique avec une grande barre horizontale. Et là, c'est une photo qui a été prise par le petit trou de la porte. Ici, c'est la sortie de secours qui était 73 rue Notre-Dame-des-Champs. Je ne l'ai pas indiqué, 73 rue Notre-Dame-des-Champs. Ça, c'est le sommet de la sortie de secours devant l'école des mines. La sortie de secours au niveau aujourd'hui de la fac d'Assas, mais qui était un garage militaire à l'époque. Et cette sortie de secours-là a été privatisée aujourd'hui par une personne qui a beaucoup de moyens. Donc voilà un plan de l'abri allemand. Et quand on regarde les indications qui existaient encore dans les années 80, je dis qu'ils existent encore parce que vous voyez qu'il y a des inscriptions à la peinture qui commencent à apparaître, et tout ça a été recouvert de tags en quelques années. Donc vous voyez Interhof, c'est la sortie de secours dans la cour intérieure du lycée. Saint-Michel, c'est le boulevard Saint-Michel. Et Notre-Dame-Bonaparte, c'est parce que cette sortie de secours numéro 3 se dirige à la fois vers la rue Notre-Dame-des-Champs, donc le 73 rue Notre-Dame-des-Champs, et la rue Bonaparte. Et comme c'était un abri étanche au gaz, il y avait des portes étanches, et il y avait une petite pharmacie, un petit endroit pour soigner les blessés qui auraient pu arriver dans l'abri. Et vous avez encore des inscriptions allemandes telles que Ruhe, Rauben, Verboten, donc silence et défense de fumée. Autre abri qui vous concerne, qui est dans le 6e, c'est au 115 rue Notre-Dame-des-Champs, la FACO. Donc voilà le document d'époque du constructeur de cet abri, qui est le constructeur Bott. Parce que lorsqu'il a construit cet abri, en fait, il a voulu après faire valoir, regardez ce que j'ai été capable de construire comme abri sous Paris, si vous voulez, je peux vous en construire un, si vous avez des carrières, etc. Donc voilà le document d'époque, avec l'escalier d'accès, la sortie de secours sur le plan, c'est marqué vers la galerie municipale, c'est vers le réseau de carrière, de carrière qu'il y a là, une des salles de l'abri. Et ici, cet élément, c'est un système de filtration pour prélever l'eau du puits, en se disant, si les personnes ont soif dans cet abri pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben, au moins, ils pourront boire de l'eau du puits. Donc, ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ben, on a inventé la couleur. Et vous avez les mêmes photos, mais tout est recouvert en peinture, ou de fresques, ou de tags. Les derniers abris particuliers en carrière que je voulais évoquer, c'est celui qui était un cerclé de rouge. Je vous ai indiqué que c'est un abri qui avait été prévu pour le gouvernement collaborationniste de Laval. En fait, Laval, lorsqu'il a senti le vent tourner, il a cherché un endroit où mettre en sécurité les 60 membres de son gouvernement. Et c'est le secteur qui est, c'est l'abri qui est ici, que j'entoure là, qui est aujourd'hui le lycée, qui est sous le lycée, qui était le lycée, enfin, qui était l'école des Feuillantines, qui est devenu pendant la guerre le petit lycée Montaigne, parce que lorsque les Allemands sont venus et ont investi le lycée Montaigne pour le transformer en quartier général de la Luftwaffe, ben, les élèves ont été déplacés et sont venus dans cette école qui est devenue le petit lycée Montaigne. Et quand Laval veut faire réaménager cet abri pour son gouvernement, ben, il expulse les élèves qui étaient au-dessus, bien sûr, et il les... là, juste pour vous expliquer ce que sont ces deux photos, cet abri a aussi une sortie de secours dans cette galerie, et au bout de la galerie, vous avez un puits échelon qui remonte en surface, et quand on sortait par ce genre de trappe qui était au bout de la rue Gay-Lucin. Et donc, ben voilà quelques photos prises dans l'abri. On voit qu'il y avait un double plafond qui avait été installé. On voit le principe, ici, vous avez une sortie de secours. On voit c'est le même principe de sortie de secours que dans les caves. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une grosse paroi, vous avez un gros mur, vous avez une petite paroi facile à percer. Ça, c'était l'accès à partir de l'école des Feuillantines. On voit que toute cette salle-là est carrelée parce que c'était l'endroit des douches et lavabos. Et les élèves, je vous disais qu'ils avaient été expulsés du lycée, enfin de l'école des Feuillantines. Et en attendant de leur aménager un nouvel abri, il avait été décidé de leur attribuer
caves particulières. On voit ici les adresses 75, 64 rue Gay-Lussac, 70 rue Gay-Lussac. Ces caves, je suis allé les visiter, bien sûr. Et on voit, celle-ci, elle est renforcée en bois, celle-ci, elle est renforcée un peu en métal. Et on a des indications sorties de secours, comme les abris en cave traditionnels. Donc, ça, c'était provisoire pour les élèves, le temps qu'on leur construise un gros abri qui aurait servi aussi à la population, qui est sous la maison de la géologie 77 rue Claude Bernard. Donc, cet abri, vous voyez ces voûtes qui ont été aménagées. Il a fallu sous-creuser la carrière pour avoir une bonne hauteur. Parce que dans une carrière, vous avez normalement la moitié de la hauteur de la carrière qui est remplie avec des remblais. Donc là, de manière à assurer une solidité aux voûtes qu'on allait construire, on a enlevé tous les remblais de façon à ce que les pieds droits des voûtes reposent directement sur le sol dur de la carrière. Et si là, j'ai mis cette photo avec ce Z, c'est parce que dans le milieu des personnes qui descendent sous terre, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce que l'on appelle la salle Z. Mais cette salle Z n'a jamais été utilisée comme abri, puisqu'on commence à avoir l'idée de la construire pour le gouvernement Laval en février 1944, et en août 1944, c'est la libération, et elle n'a jamais été, l'aménagement n'a jamais été fini, à tel point qu'il était prévu 3 escaliers pour y descendre, et il n'y a que 2 escaliers qui ont été construits. Et en fait, cet abri a été livré en décembre 1944, donc bien après la guerre. Mais parce que l'entreprise qui a travaillé a fait valoir, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, il faudrait nous payer, etc. Donc, on va terminer sur quelques petites inscriptions qu'on peut trouver dans les abris. Donc, en plus des graphismes officiels qu'on a vus, sorties de secours, etc., vous pouvez avoir des choses surprenantes, telles que encore les croix de Lorraine, ou, alors ici, malheureusement, tout ça, ça a disparu. C'était pour moi l'inscription la plus emblématique. On est sous le lycée Montaigne. C'était Paris, le 14 juillet 1944, avec 2 drapeaux entrecroisés, un drapeau français et un drapeau anglais. Et c'est emblématique parce que le 14 juillet, c'est une fête nationale. Le 6 juin 1944, il y a eu le débarquement. Et en fait, depuis le 6 juin 1944, la population parisienne attend uniquement une chose, que les libérateurs arrivent sur Paris. Et on attend, et c'est pour ça que Paul Tanguy va choisir l'abri qu'il va occuper ses places d'Enfer-Rochereau, parce qu'on estime que les libérateurs vont rentrer soit par Porte d'Orléans, soit par Porte d'Italie. Donc voilà des exemples d'inscriptions manuscrites qui sont intéressantes. 3 août 1944 de Gémalère. Et là, vous voyez un état intermédiaire où toutes ces inscriptions de date d'alerte dans le lycée Montaigne commencent à être taguées. Aujourd'hui, le mur a été entièrement recouvert d'une peinture blanche puis d'une fresque, donc il n'y a plus aucune inscription. La seule inscription, vous voyez encore un peu, c'est bombardement aérien de Paris, 3 mars 1942, c'est le bombardement des usines Renault. Donc, il y avait quelques inscriptions allemandes. Celle-ci a disparu naturellement parce qu'elle était sur une porte et l'oxydation fait que ça a disparu. Mais vous avez aussi des traces sous le lycée Montaigne de passage de visiteurs, de personnes allemandes au moment de l'occupation. Par exemple, sur cette inscription gravée datant de 1868, il y a un dénommé Rudy qui visiblement était dans l'abri en 1941, en 1941-42, en 1943 et en 1944. Enfin, on sait ça parce qu'il a laissé son nom, Rudy 1940, Rudy 1941-40. Il y a d'autres prénoms allemands, mais lui, on peut le suivre sur 4 ans. Et en 1943, c'est la dernière inscription qu'il met. En 1944, on ne sait pas s'il est reparti à Berlin, s'il est parti en Normandie, on n'en sait rien. Mais il a au moins été au-dessus et il a pu descendre dans la carrière en dessous pendant 4 années successives. Et voilà, c'est ici que se termine, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais c'est ici que se termine ma présentation sur les abris. C'est la bonne heure. Donc, je voulais juste rendre hommage à toutes ces personnes de la défense passive qui ont pour certains laissé leur vie, soit en intervenant pour dégager des personnes qui étaient coincées dans des caves. Vous avez une grosse tombe monumentale qui est à Montparnasse. Donc, je vous ai parlé un peu des carrières, mais il faut savoir qu'il est interdit d'aller dans les carrières sous Paris sans autorisation, que la police veille et qu'il est même dangereux d'y aller puisqu'on peut s'y perdre. Ici, c'est une tombe qui est dans une galerie sous la rue de la Belle d'Épée. C'est une personne qui est descendue en carrière en 1793 et dont on a retrouvé le squelette qu'en 1804 et qui a été enterré sur place. Et vous voyez par exemple ici des adolescents qui sont descendus en carrière et qui se sont perdus. Il a fallu que les pompiers aillent les rechercher. Et donc, voilà, comme il a été dit au début de la présentation, j'ai commis quelques ouvrages sur les sous-sols, dont certains sur les abris. Et si, effectivement, cette présentation a eu lieu, c'est non seulement pour vous initier aux vestiges historiques qu'il pourrait y avoir dans vos caves, mais c'est aussi pour que j'ai éventuellement un retour, sachant que, comme je disais, les seules façons de trouver les caves abris
soit on trouve des documents iconographiques, par exemple ici sur la photo centrale, qui vient d'un magazine de mode, style mode des travaux pendant la guerre. J'ai identifié en regardant, il y a marqué abri ici, sur un petit papier. J'ai identifié le bâtiment en question, puisqu'il suffit d'aller dans les annuaires, dans les bottins de 40, 41, 42, 43, 44. J'ai identifié la rue, c'est la rue Cambon. Je suis allé voir, voilà, l'entreprise est toujours là. Je suis allé voir dans les caves, je n'ai pas vu de traces d'abri. Mais voilà, ici, c'est dans le 10e arrondissement. J'ai identifié la porte grâce au nom qui était sûr au niveau de la sonnette. Donc, j'y suis allé aussi. Où ça, c'est en banlieue. Il y avait marqué abri. Ben, je suis venu voir si ça avait changé la rue. Mais par exemple, voilà des photos qui datent de l'occupation. Ben, je n'ai pas réussi à identifier les portes. Celle-là, elle est en trop gros plan. Ici, c'est marqué que ce sont des exercices d'alerte au niveau d'un lycée à Paris. Je pensais bêtement, oui, que là, c'était une des portes du lycée. En fait, non, les élèves viennent de plus loin. Et par exemple, ce sont 2 photos que j'ai. Je ne sais pas quel bâtiment, je ne sais pas si le bâtiment existe toujours, etc. Mais voilà, c'est la seule façon de mener la quête aujourd'hui, c'est soit de participer à des conférences, soit que des particuliers me contactent des fois en me disant dans ma cave, il y a des choses qui me sont bizarres ou qui me restent bizarres, qui peuvent être un abri, ou de trouver des documents iconographiques tels que ceci. Voilà. Merci. Donc, j'ai un crayon, j'ai un papier, j'attends vos adresses. Mais si vous avez des questions autres que ça, vous pouvez. Hein. Mais les adresses m'intéressent énormément. J'ai 2 listes d'abris, donc ça fait 1000 adresses. Donc, il en reste quelques 30 000. Oui. Non, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être nous en indiquer. Moi, j'ai commencé dans mon immeuble, effectivement. J'ai d'ailleurs pris la photo, je ne sais pas si M. Chevalier l'a passé. Non. Où il y a le plat avec dessus marqué ce que vous avez fait. Et entre 2 immeubles, le nord. Oui, c'est ça. Entre 2 immeubles avec ce passage en mobile. Oui, ça fait partie des choses qui m'intéressent d'aller voir. C'est pas que je ne veux pas confiance, mais je vous crois entièrement. Mais c'est comme je dis, il peut y avoir des petites inscriptions manuscrites et il vaut mieux 2, 3, 4 paires d'yeux pour regarder s'il y a des choses qui nous échappent. Mais ça m'est arrivé à moi aussi de passer 3, 4 fois dans une cave et de ne pas voir une inscription qui, une fois que vous la voyez, vous ne voyez que ça. Et alors, je ne sais pas, mais moi j'ai visité il y a très longtemps au ministère de la France d'Outre-mer, oui. Au bar des Invalides, oui. il y a, donc vous connaissez. Oui, c'est un abri administratif qui a été construit sous la cour. Et en fait, il fait partie des rares abris qui sont encore ouverts au public au moment des journées du patrimoine. Donc, profitez-en parce qu'il est en état. Donc, il n'est pas toujours ouvert aux journées du patrimoine. C'est comme l'abri de la gare de l'Est qui est en état, qui est ouvert exceptionnellement. Il y a 2 ans, ils ont préféré faire une visite virtuelle par l'intermédiaire d'un casque de réalité virtuelle. Alors que cette année, le musée d'Outre-mer, donc le musée, autrefois au ministère des colonies, devenu aujourd'hui musée d'Outre-mer, l'abri est encore complètement en état avec l'ensemble des groupes électrogènes, les systèmes cycloventilateurs, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou précisément des indications à fournir à monsieur? Oui, c'est ce qu'il veut. Mais je peux le. Oui. Je mettais sur l'enveloppe, ça servir à ça. En fait, simplement pour vous signaler que dans une des caves des archives nationales de Sous-Titre, vous avez un cyclo. Non, il n'y a plus. Le cycloventilateur a été remonté dans les réserves. Oui, mais il y avait, oui, bien sûr. Il est remonté dans les réserves, mais il y a encore la partie où on voit les portes étanches au gaz. Et oui. Ils l'ont remis en état. Il a... Oui, mais en tout cas, il a été restauré, le vélo, ouais, à ce moment-là. Ça marche pas, ça me Oui, donc maintenant de plus en plus, on prend conscience de l'intérêt de ce qu'on appelle les graffitis, les personnes qui ont été déportées pendant la guerre de 14.
Mais là, apparemment, on a laissé recouvrir. Non, ce sont deux choses différentes. Là, ce que je vous ai montré, c'est les endroits où il y a des graffitis, des inscriptions style toutes les traces de bombardement. C'est un endroit qui est considéré par beaucoup de personnes comme un no man's land. Et c'est comme un no man's land, comme un terrain vague, comme une usine désaffectée. Et non, c'est pas une volonté. Enfin, ça n'a pas été graffité parce que l'autorité de surface n'en a pas pris conscience. Mais c'est vrai qu'il y a des inscriptions qui sont dans des caves. Les personnes n'ont pas conscience que ce sont des inscriptions historiques et qui rappellent des bombardements. Mais par exemple, si vous visitez le musée de la Libération, vous avez une inscription, une date de bombardement qui n'est pas d'époque, qui n'est pas à sa place, qui a été reproduite, mais qui provient qui est la copie d'une inscription que j'ai trouvée sous une école du côté d'art et métier, sachant que ce type d'inscription peut très bien disparaître si vous réaménagez la cave. Oui, c'est peu pris. Enfin, de toute façon, le côté historique de ces petites inscriptions sera toujours fait par rapport au pouvoir d'un urbaniste qui va vouloir, par exemple, tout raser. Voilà. Bon, là, nous sommes obligés de libérer la salle, parce que là, on me signale, vous savez, là, on avait qui faire, mais donc, il faut encore, oui, merci pour ce voyage passionnant à travers l'histoire et à travers le sous-sol parisien. Un moment particulièrement sensible et finalement encore proche de nous. Voilà. Merci encore.